start in a few minutes, everyone. Nous allons commencer dans quelques minutes. Already got quite a crowd, Felicity. It's exciting. Like dancing. Welcome, everyone. I think we might be ready, Bruna. Bonjour à tous. Nous allons commencer par la diapo de traduction. Bienvenue à cette réunion de l'ICM. Le bouton d'interprétation apparaît au bas de l'écran à côté du bouton partager. En cliquant sur le bouton d'interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Le bouton d'interprétation transformera donc cette réunion dans la langue souhaitée. Pour changer la langue de nouveau, vous pouvez suivre la même procédure en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous avez la langue originale à 20% et l'autre langue à 80%, mais vous pouvez la couper si vous le souhaitez. Merci. Bonjour à tous, ou bonsoir, en fonction de là où vous vous trouvez, et bienvenue. Merci d'être ici. Merci de vous joindre à nous de toutes les parties, tous les endroits du monde. La première série de ces sessions où nous allons explorer le cadre pour action de l'OMS pour l'éducation des sages-femmes. Je m'appelle Felicity Copeland, je suis une sage-femme basée en Australie et je travaille pour l'UNFPA, au siège de l'UNFPA, et c'est un plaisir pour moi de faire partie du groupe AIME, l'Alliance pour améliorer l'éducation des sages-femmes, qui est un partenariat qui a été formé en 2022, donc l'année dernière, par l'UNFPA pour unir l'OMS, l'UNICEF, Momentum Jericho, Leader Global Health, Liverpool School of Tropical Medicine et le Burnet Institute. Il y a beaucoup d'associations et Amy a pour objectif de soutenir l'éducation des sages-femmes et fournir des opportunités
pour les sages-femmes, réseauter, de partager et d'apprendre ensemble concernant l'éducation des sages-femmes dans le monde entier. Et nous allons voir un petit peu plus en détail ce que nous faisons avec l'ICM, l'UNFPA, à travers nos différents programmes et nos modules d'éducation. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont disponibles sur le site. Nous sommes très reconnaissants envers la Fondation Johnson qui nous finance et nous reconnaissons leur leadership. Je suis ici aujourd'hui avec mes collègues. Je ne les vois pas. Erin Ryan, donc conseillère dans la pratique de sage-femme pour l'ICM. Erin est ici et Shisato Masuda également, qui est analyste des programmes de la pratique des sages-femmes pour le siège de l'UNFPA et également la coordinatrice au Brésil. Merci et merci également à nos interprètes qui traduisent pour nos collègues français, arabes et espagnols. Je sais que un des interprètes s'est levé à 4h30 pour être ici, donc je le remercie vraiment. Donc le webinaire d'aujourd'hui commence par la première étape, donc le cadre pour action de l'OMS, leadership et politique. Nous allons entendre deux intervenants qui vont partager leur expertise concernant l'importance d'un leadership fort en matière de pratique de sage-femme. Également, nous parlerons de la disponibilité, de la visibilité. Nous souhaitons intégrer des politiques de qualité dans l'éducation des sages-femmes. Je ne vais pas parler davantage, mais nous savons tous que nous en avons tous un peu marre des webinaires, donc nous souhaitons vraiment vous impliquer dans ce processus. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous présenter si vous souhaitez publier ou coller, par exemple, des liens dans la fin de discussion qui peuvent être utiles. Nous pouvons les partager. Vous pouvez les partager, pardon. Nous souhaiterions également que vous posiez des questions. Si vous ne trouvez pas la fenêtre de questions-réponses, juste mettez dans la fenêtre de discussion. Je sais qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup de contenu, donc je vais sans plus tarder passer la parole à ma collègue Erin qui va faire une introduction et ensuite notre premier intervenant parlera. Merci beaucoup, Félicité. Je vais m'assurer que notre interprète pour l'arabe nous entende parce que j'ai vu dans la fin de discussion qu'il n'entendait pas. Je vais continuer à moins que je vois ce commentaire revenir. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Il s'agit donc du cadre pour action de l'OMS que vous voyez ici. Et nous savons qu'une éducation de qualité est nécessaire non seulement pour améliorer la qualité des soins et diminuer les taux de mortalité, mais également pour 50 autres indicateurs qui peuvent être améliorés à travers cette éducation améliorée. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt en la matière parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire aujourd'hui et j'ai regardé aujourd'hui dans la fin de discussion toutes les personnes qui se joignent à nous, du Kenya aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il y a des gens qui viennent d'Amérique, du Cameroun, Gambie, Pakistan, Arabie Saoudite. C'est incroyable de voir qu'il y a autant de personnes formidables ici. Donc, si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire, écrivez sur un fenêtre de discussion d'où vous venez et votre nom. Je vois également des noms que je reconnais, ainsi que des gens que je ne connais pas. Metali est toujours avec moi partout où je vais. Donc, en raison de cet intérêt, l'OMS a creusé sur ce qui était nécessaire pour aider le renforcement de l'éducation des sages-femmes. Et on a commencé à le faire en 2015, 2016 et 2017. En 2019, ils ont publié ce cadre. C'est un plan d'action en 7 étapes pour renforcer la qualité à travers l'éducation. Et ce cadre a identifié 3 priorités stratégiques pour saisir justement la puissance de l'éducation en
l'adaptant aux normes internationales. Ça signifie utiliser les normes de l'ICM, les normes mondiales, ainsi que celles de l'OMS. Ça veut dire repenser le leadership et aligner les partenaires pour améliorer l'éducation. Également, développer, renforcer les normes d'éducation, les plans d'éducation. Si vous en avez, vous pouvez les améliorer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ce cadre pour lancer votre propre plan d'action. On a reconnu qu'il y avait une grande variété entre les pays et que certains pays pourront rapidement passer à une qualité supérieure, mais pour d'autres pays, il faudrait beaucoup plus d'investissement et de temps. Ça signifie que le cadre est flexible et adaptable. Donc, regardons maintenant les 7 étapes. On peut vraiment commencer de nulle part, mais c'est mieux de se baser sur des politiques existantes. Préparer les institutions d'éducation, trouver des mentors, renforcer les universités, éduquer les étudiants et ensuite suivre et ajuster les pratiques. Et ensuite, ça continue, comme vous le voyez, et ça recommence. Au cours des prochains mois, nous allons passer ces 7 étapes en revue. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le renforcement du leadership et des politiques. Donc, avant de commencer, on va faire un sondage. Nous souhaiterions savoir ce qu'il en est de la situation des sages-femmes dans votre pays. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 3 questions. Nous allons lancer le sondage. Est-ce que vous avez une sage-femme en chef dans votre pays? Vos responsables de la pratique sage-femme ont-ils une présence forte au gouvernement? Et dans votre rôle de sage-femme, est-ce que vous avez la possibilité de devenir responsable? Vous allez pouvoir répondre par oui ou non. Mais il est aussi possible que vous ne le sachiez pas. Donc, vous avez 3 options de réponse. Allez-y, vous pouvez répondre au sondage. Si le sondage est face à une question que vous ne la voyez pas, vous pouvez déplacer la fenêtre pour pouvoir lire la question dans votre langue et répondre. Je croyais qu'il n'y allait pas y avoir de sage-femme en chef, mais j'ai l'impression que là, ça va être 50-50. On va encore laisser quelques instants pour que les gens puissent répondre. Est-ce que vos leaders de la pratique de sage-femme ont une forte présence dans le gouvernement? 54% disent non et 20% disent qu'ils ne sont pas sûrs. Donc, ça veut dire pas beaucoup de leadership sage-femme au sein du gouvernement. Et dans votre rôle de sage-femme, est-ce que vous avez de la possibilité de devenir un responsable? On en est à 65% qui disent oui et le reste dit non ou pas sûr. Donc, si vous avez une sage-femme en chef, j'aimerais bien le voir dans les fenêtres de discussion. Ou si vous n'avez qu'une infirmière en chef, c'est une distinction importante. Seules les infirmières ont cette possibilité parfois. Il faut qu'on le sache si seules les infirmières ont cette possibilité d'être nommées chef. Je vais partager les résultats afin que vous puissiez voir ce que moi je voyais. Merci. J'ai envie d'en savoir plus là-dessus au fur et à mesure qu'on avance. Donc, passons maintenant au premier invité qui parlera avec nous aujourd'hui. La première invitée, Pandora Hartman. Elle est donc l'infirmière sage-femme en chef de JPEGO. Et je ne vais pas la présenter parce qu'elle est très connue dans le monde. Sage-femme depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé avec les ministres de la Santé, les organisations de sages-femmes et responsable de sages-femmes. Elle a fourni des directions stratégiques, l'assistance de programmation, et des programmes de santé et de reproduction. Elle a été également défenseur de l'amélioration de la situation des sages-femmes au niveau local et mondial. Merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui, Pandora. Merci de m'accueillir.
Donc, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce qu'on peut commencer par votre rôle, votre fonction en tant que infirmière, sage-femme en chef à JPEGO? Donc, mon rôle est un rôle où 2 jours ne sont pas pareils. C'est intéressant, mais c'est aussi un peu stressant. JPEGO est une organisation non gouvernementale très, très grande. Il y a beaucoup de représentations mondiales, de leadership autour des sages-femmes, et ensuite il y a le côté interne, hem, des problèmes de gestion, pas juste pour les sages-femmes et les infirmières, mais aussi pa par rapport à d'autres programmes, parce que nous avons beaucoup de programmes. Nous avons des milliers de personnes qui font partie de notre personnel. Nous travaillons dans des programmes locaux, régionaux, en fonction de ce qui se passe. Donc, hem, il y a les questions budgétaires, les questions de personnel. C'est un rôle important. Je voulais juste reconnaître que vous êtes une sage-femme, mais vous êtes aussi une responsable mondiale. Je vois que vous avez un fond d'écran avec la planète, c'est significatif. Qu'est-ce qui fait un leader fort dans le milieu des sages-femmes, à votre avis? C'est une question qui revient souvent. Je je pense qu'il suffit d'agir, en fait. Hem, parler un peu moins, et qu'il y ait plus d'action, parce que je pense qu'on est tous des leaders, en fait, et l'une des difficultés principales des sages-femmes, c'est que souvent on attend à ce que les personnes agissent pour nous, mais moi, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de nos fonctions et vraiment agir. Hem En dehors de notre milieu, parce que le leadership, c'est vraiment sortir de notre milieu et aider les autres, et faire ce qu'on peut au final. Donc il y a le soutien du gouvernement, tout ça, mais c'est à nous d'agir, c'est aux personnes d'agir. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui sont des responsables, des leaders. Il y a différents niveaux de leadership. hem Et quand vous y pensez, vous pouvez être, il y a des personnes qui sont plus à l'aise, et ça évolue au fur et à mesure de l'avancement de la carrière. Pour moi, c'était vraiment un accident, donc on ne sait jamais au final, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez formé de jeunes responsables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a encouragé? Non. Non, c'est intéressant, parce qu'on parle de mentorat, on parle très souvent de mentorat, on a eu ces discussions. Et on voit qu'il y a un écart générationnel. Il y a, donc c'est possible. Dans ma carrière, il y a quelqu'un qui a vraiment aidé mon parcours professionnel. Par exemple, imaginons les équipes de nuit. Il y a un bébé qui arrive avec un problème de pouls. On fait ce qu'on peut avec l'équipe, et heu, on sort la poche. Je me souviens plus, il y avait un problème à ce moment-là, on a géré comme on a pu, activer, hem, les obstétriciennes sont intervenues, et je suis allée, j'ai eu une action disciplinaire suite à cet événement, et ça, c'est lié au leadership, et ce dont je ne me rencontrais pas, hem c'est que c'était un problème de politique interne.
la politique dictait que les sages-femmes n'étaient pas autorisées à rompre les poches d'eau. Et donc, j'étais encore en mesure disciplinaire. Et lorsque l'on pense à former ça m'a vraiment formée. Il ne s'agit pas de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Parfois, il y a des forces qui sont autour de nos fonctions et il y a des difficultés avec cela. Et il y a des difficultés liées au protocole et aux politiques. Et il y en a qui n'ont pas été mises à jour depuis les années 40. Donc ça entraîne des problèmes forcément et ça n'a rien à voir avec les questions de mentorat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut affronter. Donc les leaders font ce qui est juste, même s'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils devaient faire. Est-ce que vous avez cette impression? Est-ce que maintenant les sages-femmes peuvent rompre la poche, pardon? Oui, il y a les politiques internes et ensuite il y a les politiques externes au niveau du pays qui ont changé. La bataille continue. On essaye de faire évoluer la situation, par rapport à ce que les sages-femmes peuvent et ne peuvent pas faire. C'est intéressant. Je sais que c'est possible, mais on peut également faire appel à d'autres ressources. En termes de mentorat, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'adore la musique. On peut s'inspirer d'autres domaines également. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas continuer parce que c'est trop difficile. Oui, parfois c'est insurmontable. On a l'impression que lorsqu'il y a une loi d'un pays qui nous empêche de faire ce qu'on sait qui est juste. Donc, faire ce qui est juste dans une situation, lorsqu'on parlait des responsables des sages-femmes, qu'est-ce qui fait un bon responsable? Ils doivent être passionnés déjà. Je pense qu'il faut que nous devons tous accepter qu'on ne peut pas tout faire partout. Parfois, il faut laisser les choses se faire. Il faut trouver ce pourquoi nous sommes doués. Donc, parfois, on peut appeler quelqu'un pour nous aider. On peut envoyer des messages. Toutes ces choses-là pour être un bon responsable. Donc, il faut vraiment essayer de faire de notre mieux, en fait, de faire notre possible. Donc, c'est un processus continu, un processus qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans le cadre. C'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de nous. Est-ce que vous pouvez parler un peu par rapport à ça? Comment est-ce que comment ça se fait qu'on ne parle pas de prendre soin de soi? Ben, si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'allez pas durer. On parle des grandes résignations, démissions, pardon, les démissions silencieuses. Quelqu'un qui n'est pas complètement impliqué, qui n'était pas là, qui abandonne. Pour ce qui est de prendre soin de soi, moi j'essaye, mais parfois j'échoue, d'incorporer, 1 ou 2 choses, simples, au quotidien pour prendre soin de moi. Par exemple, me mettre en retrait et boire une tasse de café, juste faire une pause, prendre une pause parce que, si, si on est, si on ne prend pas ces pauses, il n'y a rien, il ne reste plus rien et il est nécessaire de se recharger. Donc avoir des moments au quotidien et comment effectuer cette défense publique si on n'a pas cette énergie créatrice qui a disparu parce qu'on n'a pas pris le temps de la nourrir. Donc 5 minutes de joie, on va dire. Je vais
demandé à l'OMS d'ajouter cet aspect au cadre. J'avais une partenaire sage-femme pendant des années et souvent on vient de cultures où on sert d'abord les personnes avant de se servir soi. Moi, je me suis jamais servi une tasse de thé avant de servir celle des autres, mais elle me disait, il faut d'abord remplir ta tasse parce que sinon tu n'auras plus rien à partager et plus rien à donner. Donc c'est très important. Si on veut être des leaders, des responsables, il faut d'abord commencer par prendre soin de nous-mêmes. Oui, ça c'est vraiment la révolution radicale qui est nécessaire, le soin de soi pour inspirer les autres. Donc j'ai travaillé aux États-Unis et parfois, parfois les gens oublient complètement de le faire parce que tout le monde est fatigué. J'ai parlé avec des gérants, des administrateurs. En tant que leader, il faut également défendre cela de l'autre côté, inclure dans les politiques qui n'envisagent pas le travail flexible, des sages-femmes qui travaillent trop et qui ne voient plus leur famille. On ne parle pas de ça. Donc je pense que les responsables, les administrateurs à tous les niveaux ne doivent pas simplement prendre soin des patients, mais regarder tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres et défendre notre personnel également? Nous devons nous défendre les uns des autres et nous assurer que nous sommes dans un monde où il y a une équité interne, où les femmes en particulier et les sages-femmes n'ont n'ont pas la même équité que les hommes et les docteurs. Il faut travailler là-dessus pour se défendre les uns les autres et s'aider. Oui. Pour moi, ça fait partie du cadre. L'étape 4 parle de préparation. C'est pas juste les ODD, mais c'est également la préparation des autres morceaux, des autres pièces du puzzle. Donc la défense publique où on n'est pas juste des anges qui sauvent tout le monde. Il faut envisager tous les problèmes autour de la fonction de sage-femme, mettre en place des corrélations, hem et parce que les sages-femmes du monde entier font face à ces problèmes. Donc ça revient à ce que j'en disais tout à l'heure, c'est, pour, il faut également savoir, comme je le dis entre guillemets «sortir de notre fonction» et heu et j'ai des amis en dehors de cette fonction qui me disent la même chose. Donc vraiment se défendre, mettre en place des coalitions avec d'autres personnes. Il y a des questions? Comment est-ce qu'on peut faire entendre sa voix? C'est difficile parfois. Moi, je pense que, c'est, juste le fait d'être têtu, en ce qui me concerne. Heu, En termes de personnalité, c'est vraiment pour faire entendre ma voix, je m'indique il faut s'analyser soi-même parce que, il y a les personnes de première ligne qui, qui payent, pour les autres, il y en a d'autres qui apportent les informations, donc tout le monde ne peut pas être entendu. Il faut parfois envoyer un message qui donne l'information au leader, au responsable, lui disant qu'elle doit, effectuer, ce cadre de défense. Hem, Actuellement, pardon, en fait, on travaillait sur le cadre AIME et il y avait un problème et moi, j'ai reçu des réponses de 7 pays immédiatement. Donc, leur voix était entendue en faisant remonter l'information à travers, les différents canaux. Donc il faut être créatif. Hem, il s'agit parfois, c'est ce que j'allais dire, s'il y a une porte qui est fermée, il faut continuer, à frapper, mais peut-être, regarder la porte arrière parce que parfois celle-ci est ouverte. Donc changer de, parcours, changer de chemin et saisir d'autres opportunités, des élans, disponibles, d'autres dynamismes disponibles. Il y a une citation qui parle Hem, parfois il ne s'agit pas de trouver un autre chemin, mais d'en créer
d'en créer un nouveau. Il y a une autre question. Nous sommes ici pour le public, donc je vais prendre cette question. Je vais la lire, elle est un petit peu longue. Mon observation a montré que toutes les sages-femmes ne sont pas assez confiantes pour effectuer leurs fonctions pleinement. Comment est-ce que nous pouvons aider les leaders à prendre leur rôle complètement et appliquer leur pouvoir clinique? C'est une question un peu compliquée. Donc, la question, c'est sur les domaines de compétences où on ne se sent pas fort, aussi fort. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tous tout faire et on ne devrait pas tous tout faire. Donc, il faut trouver cette analyse personnelle de nos propres forces et faiblesses. En tant que leader, parfois, c'est quelque chose que nous avons du mal à faire. On a tendance à vouloir dire qu'on est bon à tout, mais c'est pas le cas. Donc, il faut également étudier nos intérêts. En termes de carrière, il s'agit de concevoir son propre parcours professionnel et pas attendre que ce soit le système qui nous mette tout en place. Donc, il faut trouver ces espaces sûrs, ces ressources disponibles et ensuite faire un apprentissage personnel parce qu'on ne donne pas il ne faut pas donner son pouvoir. Il faut comprendre les stratégies, les difficultés et on ne peut pas juste parler sans les compétences et les actions nécessaires derrière pour nous appuyer, hein, parce qu'ensuite on perd du pouvoir. Donc, il faut qu'il y ait cette connaissance solide, cette base solide. C'est un parcours multiple. Une fois qu'on a cela, il n'y a pas de physicien, de politique qui peut dire quoi que ce soit parce qu'on a un contexte, un cadre solide et ensuite on peut récupérer le pouvoir ou demander le pouvoir parce que les nouveau-nés sont vraiment négligés pendant les 28 premiers jours. Mais maintenant, on est plus fort que les nouveau-nés. On peut faire entendre notre voix. C'est un danger si on parle trop tôt et on n'est pas prêt à le faire, on n'a pas la base solide et ça peut faire des dégâts, parce que parfois quand on parle du leadership, c'est quand les leaders doivent se prendre du recul et prendre du recul afin de pouvoir prendre des décisions difficiles et des décisions qui auront un impact positif pour tout le monde. Donc il faut penser à la stratégie à long terme et renforcer les compétences et parfois, quand on regarde ces compétences dont je parlais, il y a un problème parce qu'on ne permet pas aux éducateurs, aux administrateurs de rester les pieds sur terre en raison des politiques, parce qu'il y a des problèmes et des difficultés au niveau des pays, il y a des différences. Et donc, on ne va pas pouvoir saisir ce pouvoir si on nous met des obstacles, si la main-d'œuvre n'est pas en mesure d'accéder aux stratégies, aux ressources, aux installations pour que les compétences se développent et les connaissances. Donc, quand on regarde ce cadre, la première étape est ma préférée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour qu'on reste compétent? Merci, Félicité. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps, mais est-ce qu'il y a d'autres questions importantes que j'ai ratées? Oui, il y a beaucoup de questions et de commentaires. Pandora, j'aime ce que vous avez dit, c'est le réseau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent bonjour. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est apprécié dans le monde entier, j'ai l'impression et je ne pense pas que ce soit un accident si vous êtes un leader mondial parce que vous apportez des réflexions très intéressantes. Il y a beaucoup de personnes qui vous sont admiratives, et ce que vous avez dit, c'est important de collaborer, de réseauter, tout ça, c'est super. On pourrait
vous réinviter pour chaque étape. Je suis sûre qu'elles sont tous intriquées et vous pouvez peut-être parler sur tous ces points. Il y aura du temps à la fin, Pandora, parce qu'il y a d'autres questions très intéressantes, mais je voulais vous remercier de notre part à tous. On apprécie vraiment vos mots inspirants et votre courage. Je pense que vous êtes très courageuse. Donc, sur ce, merci Pandora, merci Erin. Et maintenant, je vais présenter notre prochain intervenant, qui est un docteur fantastique, docteur Dan Okoro. Et c'est un honneur de présenter Monsieur Dan Okoro, qui est obstétricien et gynécologue, ministère de Santé du Kenya, et qui est conseiller en matière de droit de santé reproductrice et conseiller pour le planning familial, fait partie d'une association des sages-femmes au Kenya et qui a participé aux premières politiques en matière de sage-femme d'obstétrique de son pays. Donc, nous avons vraiment besoin de votre voix au gouvernement. Et il a également mis en place des modèles et des programmes. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vais vous laisser prendre la parole. Merci, Erin. Erin, c'est un plaisir que vous soyez ici. Merci d'être ici. Vous avez vraiment fait beaucoup pour les sages-femmes et ce serait super si vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre fonction en tant que conseiller en matière de santé reproductrice au Kenya. Merci Erin, merci de m'accueillir ici. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, je vais rapidement vous expliquer mon contexte dans le monde de la gynécologie. Il s'agit des mères, des nouveau-nés, principalement, même si on parle de gynécologie. Donc, avec l'UNFPA, nous regardons les politiques, les formulations de politiques, les orientations liées à la santé et celles qui incluent l'obstétrie, la pratique des sages-femmes, l'accès aux services de santé de qualité, parce qu'on veut voir, on veut qu'il y ait un taux de mortalité qui soit réduit à 0, évidemment. Nous sommes en partenariat avec d'autres organisations, agences, pour fournir un soutien technique qui soit pertinent dans ce milieu et qui améliore la situation en termes de mortalité. Merci. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus concernant la promotion que vous faites du leadership des sages-femmes? Est-ce que vous avez des histoires du terrain, quelque chose que vous avez appris qui prouve ce leadership? Tout d'abord, je dirais, concernant les sages-femmes. Quand j'ai grandi, j'étais un étudiant en médecine et j'avais une phobie, une peur de gérer les femmes enceintes et les accouchements parce que il s'agissait de 2 vies, la vie de la mère et la vie de l'enfant et je me disais: «C'est trop compliqué pour moi, je ne pense pas que je peux y arriver». Mais et je ne savais pas que ça allait devenir ma destinée, mon destin en termes de carrière et quand j'étais très jeune, pendant plusieurs années dans mon école primaire, heu j'ai été soutenue par ma grand-mère qui était une sage-femme traditionnelle d'ailleurs, donc j'ai perfectionné son travail, pour ainsi dire et je me souviens des histoires qu'elle me racontait. Hem, Elle me parlait de la mortalité maternelle, dans notre village et je pense qu'il y avait une étudiante qui était enceinte. Elle avait essayé d'effectuer un avortement. Une autre était décédée et ma grand-mère me disait
de, donc elle me disait qu'elle essayait de sauver pour sauver une mère, il fallait qu'elle la sauve entre, le lever du soleil et le coucher du soleil et ce sont des réflexions qui m'ont, beaucoup accompagnée dans ma, formation. En termes d'appui du leadership des sages-femmes, je voulais vous en dire un petit peu, concernant John C. Maxwell qui dit que, tout tout dépend, heu de 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 la position de chacun. Nous devons renforcer la position de leadership des sages-femmes. Comment garantir, qu'il y ait ce soin, des sages-femmes? Parce que, heu, souvent, souvent les femmes se présentent en disant qu'elles sont infirmières et pas sages-femmes. Donc, on n'a pas souvent cette vision, heu, de sage-femme à proprement parler. Il y a, hem, un endroit, où, une association s'est formée, une association indépendante pour soutenir les sages-femmes, il y a 8 ans. C'est un parcours qui était très long, je pense que quelqu'un l'a déjà dit. Hem, Ce n'était pas facile parce que, nous, heu, nous nous séparons les infirmières. Pourquoi est-ce qu'on sépare les infirmières? Parce que parfois, il s'agit d'une question de pouvoir, de contrôle. On essaye de séparer des personnes, qui étaient, responsables de tout le monde. Il y a différentes fonctions, il y a différentes fonctions de des docteurs, il y a les obstétriciens, il y a les sages-femmes, il y a les chirurgiens, mais c'est un terme parapluie, pour les docteurs en général. Donc il ne devrait pas, y avoir cette peur. Il faut établir cette association, croissante. C'est une association qui croît et nous sommes même présents au congrès, l'ICM qui a eu lieu en Indonésie et donc, hem, il y a une évaluation de capacité de cette association qui a été faite, et il est important de développer un plan stratégique. Il y en a un nouveau, qui vient d'être, mis en place cette année. Donc, hem, il faut s'assurer que les sages-femmes, construisent des capacités, le développement personnel, la connaissance, parce que pour qu'elles soient des leaders, il faut qu'elles se développent, il faut qu'elles aient cette capacité et qu'elles aient les compétences nécessaires et également le courage, heu, comme l'a dit Pandora. Il faut avoir le courage parce qu'on ne peut pas, se démarquer si on n'est pas assez compétent. Donc il faut avoir cette compétence, cette connaissance, donc toujours, soutenir, défendre les, sages-femmes pour, améliorer la situation. Peu importe là où on se trouve, hem, vraiment un leadership à 360°. Il faut diriger ceux qui sont, au-dessus de nous aussi. Donc il faut, diriger ses pairs, les personnes qui sont en dessous de nous et en dessus de nous et c'est ça qui permettra d'amener un changement et de faire les leaders, du futur. Je ne connais pas John C. Maxwell, peut-être qu'on peut avoir cette référence dans la, fenêtre de discussion? Vous avez fait, référence, aux soins dirigés par les sages-femmes et qu'il faut, distinguer, les infirmières des sages-femmes ou, vraiment les unir pour qu'elles travaillent de concert. Comment est-ce que l'on peut faire cela? Ce que vous avez dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un environnement propice. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'un environnement propice pour vous qui, permet aux sages-femmes de travailler, à leur plein potentiel? On voit qu'il y a des, gens qui ont du mal à travailler avec les relations. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de cet environnement propice? Oui, hem, les sages-femmes,
elles travaillent dans des environnements très stressants, les sages-femmes. Et donc, la définition de l'ICM de cet environnement propice, c'est un environnement qui soutient, qui appuie la profession, l'infrastructure et l'intégration au niveau du système pour les sages-femmes, pour qu'elles puissent travailler à leur plein potentiel, avec leur plein potentiel. Et lorsque on envisage cela, pour avoir des meilleurs résultats pour les mères et pour les nouveau-nés. Tout d'abord, il y a le cadre de politique qui a été souligné. Les pays doivent travailler là-dessus, pas uniquement pour les sages-femmes, pour les infirmiers également, comme nous avons eu au Kenya, qui guident à travers ce cadre le travail des sages-femmes en termes de formation, de déploiement, de promotion, parce qu'il doit y avoir un parcours professionnel en termes d'association. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut maximiser ce que fait la main-d'œuvre de sage-femme, leur rôle de leadership dans le système de soins de santé. Et il faut que les sages-femmes aient des outils, elles doivent être d'abord formées parce que nous connaissons les bénéfices de la formation des sages-femmes et l'environnement propice est très important. Donc, la formation, l'éducation des sages-femmes et ensuite le cadre juridique pour le périmètre d'action, d'intervention qui est nécessaire pour travailler de manière idéale et leur donner des outils et ensuite prendre soin d'elles. Ensuite, les soutenir avec des preuves. On a parlé des preuves pour la pratique des sages-femmes. L'un de nos collègues a étudié cela. Il y a eu une campagne qui a été effectuée pour savoir ce que voulaient les femmes et ensuite pour savoir ce que voulaient les sages-femmes. Qu'est-ce que veulent les sages-femmes exactement? Moi, j'ai travaillé comme responsable dans une installation et ce qu'il faut, c'est interagir avec les sages-femmes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se mettre en place? Pas quelque chose qui, parfois, il s'agit juste de mettre de l'argent, fournir des outils, des équipements, des installations, mais parfois, juste interagir avec elles, parce qu'elles souhaitent avoir un soutien de la part de quelqu'un, pas juste de quelqu'un qui fournisse des outils. Je me souviens aussi que j'avais remplacé en tant que responsable, parce qu'il y avait une femme qui venait d'accoucher. Imaginez une femme qui doit apporter un seau pour aller à la salle de bain. Donc quelqu'un devait rénover cette salle de bain pour, faire en sorte que la mère puisse directement prendre une douche et ça l'a rendue heureuse et ça a même rendu heureuse les sages-femmes parce qu'elles ne devaient plus, elles ne devaient plus se battre pour obtenir l'eau et fournir l'eau aux mères. Donc les politiques ne doivent pas restreindre la pratique des sages-femmes et elles ne doivent pas les rendre compétitives par rapport aux autres. Elles également concernant le retrait du placenta, il faut que les pratiques permettent aux sages-femmes de le faire. Parfois, il y a une mère qui est en sang dans le bloc opératoire et la sage-femme ne peut pas agir. Donc, il faut qu'il y ait des politiques qui renforcent les capacités des sages-femmes et qui leur permettent d'effectuer pleinement la pratique pour laquelle elles ont été formées. Oui, Dan, vous avez dit que vous auriez soutenu Pandora dans son histoire tout à l'heure lorsqu'elle a dit qu'elle avait percé la poche d'eau. Oui, c'est un environnement propice. Il y a un périmètre complet de travail, les outils nécessaires et également les fonds financiers. Parfois, les sages-femmes ne sont même pas payées. Il faut qu'elles soient payées. Il faut qu'il y ait un équilibre parce que s'il n'y a pas d'eau potable là où on travaille, c'est un système qui va échouer. Dan, j'aurais 50 questions pour vous. C'est un plaisir de vous parler à chaque fois, mais on m'a dit qu'on n'avait plus que 8 minutes, donc il faut que j'arrête de vous poser des questions.
C'était un plaisir de vous voir ici. Vous êtes vraiment un défenseur des sages-femmes et je suis sûre que vous reviendrez parce qu'il y a beaucoup plus de questions pour vous. Félicité, je vous redonne la parole. Merci. C'est super, Dan. Je suis très heureuse de vous rencontrer à chaque fois au Kenya et ça nous permet de nous identifier vraiment. C'est très interactif et un environnement propice, c'est un environnement où on peut interagir. Donc, je vous remercie. Erin, comment est-ce qu'on a fait pour arriver déjà à la fin? Sabrina, euh, quoi- peut-être qu'on a, je regarde, on a 6 minutes. Donc, on va résumer les 3 points de leadership. Dan a fait cette analogie de l'environnement propice. Pandora a vraiment parlé de cette défense des sages-femmes et d'agir, de faire avancer les choses. On ne peut pas juste attendre, il faut que les sages-femmes soient proactives et soient politiques également. Il faut se battre pour le changement, prendre soin les uns des autres et mais être politique parce qu'on essaye d'améliorer les politiques et l'éducation des sages-femmes. Donc être politique, c'est être présent et faire en sorte que les politiques soient inclus dans le gouvernement et qu'elles soient visibles. Donc voici nos 3 points clés à retenir. Peut-être qu'on a encore le temps pour 1 ou 2 questions. Erin, vous en avez parlé. Concernant la reconnaissance, comment on peut séparer et honorer la capacité des sages-femmes et la séparer de celle des infirmiers? Oui, je pense que c'est l'une des questions les plus complexes, donc c'est bien qu'elle soit à la fin. Donc, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait sur le défenseur tout à l'heure. Il y a des nuances pour les 2 professions, dans les 2 professions. Donc il faut regarder les forces, les différences, les divergences. Combien d'entre vous ont lu leur périmètre d'action, de fonction, les politiques et protocoles pour voir vraiment où se situent les différences et les ressemblances, comprendre les différents modèles de pratique. Les sages-femmes donnent des ordres aux infirmiers. Elles sont des contreparties. Il faut comprendre que les infirmiers soutiennent notre travail et comprendre les manières de le faire. Il y a plusieurs modèles. Il faut que collectivement, heu, on, hem, on envisage la beauté de cet environnement de soins de santé. C'est, et nous avons tous un rôle à jouer et c'est uniquement ensemble que nous allons pouvoir avoir un impact pour l'avenir positif de notre environnement. Vous avez parlé de cet espace incroyable de la santé reproductrice. Je vais prendre 2 minutes pour remercier nos intervenants exceptionnels, Pandora et Dan. Hem, C'était vraiment un super webinaire de lancement. Je pense que la barre est haute maintenant. Juste, je voulais vous rappeler qu'il y a un autre webinaire dans 2 semaines. Nous allons rassembler des données et des preuves pour pouvoir vous proposer une conversation intéressante. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions de la fenêtre de discussion. Mais toutes ces questions sont très valides. Donc j'espère que vous serez là la prochaine fois à la même heure et nous allons terminer la session bientôt. Oui, il y a beaucoup de ressources dans la fin de discussion. Nous allons vous envoyer un mail avec toutes ces ressources et vous en envoyer d'autres
d'ailleurs. N'hésitez pas à nous les envoyer si vous en avez d'autres. Merci encore d'avoir été ici, c'était super. J'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines et prenez soin de vous. Merci Sarah, merci à tous. All right, take care, everyone. Be safe. Lots of thank yous in the chat. We need to thank you for coming. Yeah, thank you all. We'll see you all soon. Thank you to our interpreters. Thank you for a great session. I feel like I need to Shazam this song. It's such a good, Good way to start the morning, right, Pandora? We're all ready to lead on. absolutely. Bedtime for me. We could stay here all night. We should save all the messages in the chat, the questions. Yeah, I think we do save the chat. I think we can get some more answers out. Thanks, Bruna.